Bonjour tout le monde. Euh, Moi, je vais vous présenter très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le CAUE, cette structure, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. On est sur une structure associative en fait, qui a été créée par la loi sur l'architecture en 77 et dont le rôle est de promouvoir la qualité de notre cadre de vie, la qualité du territoire de manière générale et des lieux où nous vivons. Et cette mission se traduit sous forme d'actions de médiation, on va dire, qui vont de la sensibilisation des publics au conseil aux particuliers, en passant par le conseil aux collectivités locales et la formation professionnelle. Alors, mon exposé, je l'ai construit en deux temps. Une première partie sur les enseignements qu'on a tirés depuis 4 ans maintenant des commissions pour la rénovation énergétique des copropriétés. Donc, c'est un dispositif qu'on a proposé avec l'ALEC à la métropole du Grand Lyon, à la métropole de Lyon, dans le cadre de la plateforme de rénovation énergétique EcoRénov. Et puis, une seconde partie où j'insisterai davantage sur la place et le rôle des architectes dans cette rénovation, puisque ce webinaire, cette bulle, elle ouvre effectivement sur cette formation professionnelle proposée par la SCOP des Deux-Rives et le CAUE en partenariat, et qui attire en fait des architectes en majorité. Alors, les immeubles collectifs en copropriété, j'en ai mis là un certain nombre. Évidemment, ça forme une part très importante du parc de logements qui est à rénover. On en dénombre, Robin le disait, environ 15 000 dans notre agglo lyonnaise. C'est un parc qui se caractérise par son hétérogénéité en termes de typologie, en termes de mode constructif, en termes d'écriture architecturale aussi. Aujourd'hui, on a certains immeubles qui sont en bon état, d'autres qui sont quasiment en péril. Certains sont des passoires thermiques, comme on dit, d'autres ont des caractéristiques énergétiques moins alarmantes, on va dire. Certains, parfois les plus anciens d'ailleurs, ont traversé les âges sans trop de désordre majeur, et puis d'autres, je pense en particulier au bâti des 30 Glorieuses, donc qui couvre cette période de 1945 à 75, qui peuvent présenter une certaine désuétude technique. Et donc cette grande hétérogénéité du bâti, ça génère en matière de rénovation une grande diversité des enjeux, l'objectif étant d'entretenir et de faire évoluer ce parc de logement, d'améliorer évidemment l'efficacité énergétique, c'est bien l'objectif qu'on poursuit tous, mais en conciliant au mieux, et c'est bien là toute la difficulté, les considérations techniques, financières et architecturales. Alors, face à cet enjeu énorme de la rénovation du parc de copropriété, des outils d'accompagnement et de financement sont mis à la disposition des syndicats de copropriétaires. C'est donc la raison même de l'existence de cette plateforme EcoRénov sur notre agglomération, et qui ont été lancés par, Robin y faisait allusion, par la loi Transition énergétique pour une croissance verte, la loi de 2015. Et donc, pour renforcer cet accompagnement, je souhaitais là, donc, ce soir m'attarder sur l'expérience menée avec la ville de Lyon et avec la ville de Villeurbanne, qui ont donc souhaité, avec l'aide du CAUE et de l'ALEC, la mise en place de commissions pour permettre de formuler un avis sur de potentiels projets de rénovation qui sont donc bien en amont des études de maîtrise d'œuvre. On est vraiment au tout début de la réflexion. C'est un avis qui est collégial, c'est-à-dire qu'il associe un certain nombre d'instances publiques et parapubliques que vous avez là réunies sous forme de logo. Et donc cet avis, il est adressé aux régies et aux syndicats de copropriétaires et indirectement aux maîtres d'œuvre qui seront désignés par la suite pour réaliser les diagnostics et le programme de travaux. Donc, on est évidemment là dans le cœur de métier des CAUE, puisque l'objectif, c'est d'abord de sensibiliser les copropriétaires à la valeur architecturale de leur patrimoine immobilier, si toutefois il en a.
C'est également de conseiller les porteurs de projets à entreprendre une démarche globale face à la problématique de la rénovation énergétique, donc c'est-à-dire militer pour qu'il y ait un projet et pas qu'une solution technique apportée à cette problématique, donc je vais y revenir. Et puis informer également en amont les copropriétaires des exigences administratives, des contraintes réglementaires et des précautions en matière d'ITE notamment et d'exigences en termes de qualité de maîtrise d'œuvre. Tout cela pour bien entendu orienter la nature des projets et notamment aborder la question centrale de l'acceptabilité de l'ITE. Ça fera l'objet d'une partie de mon propos. J'ouvre là donc une parenthèse qui était évoquée à l'instant par Robin à ce sujet, c'est le décret de la loi sur la transition énergétique qui est entré en vigueur en 2017, au 1er janvier 2017, et qui impose effectivement, lorsque on a des travaux importants qui sont réalisés sur un bâtiment, notamment un ravalement de façade, ou bien une réfection de toiture, que des travaux d'isolation thermique soient étudiés, sinon engagés, et ce, quel que soit l'âge du bâtiment. Cette loi, d'ailleurs, s'était vue fortement critiquée à l'époque de sa mise en place, c'est de la proposition de loi, face au risque d'une banalisation de l'ITE sur la totalité du parc de logements. Et donc, parmi les dérogations qui ont été introduites dans le décret d'application, on a le cas du risque de dégradation de la qualité architecturale. On a d'autres critères également. Mais c'est sur ce caractère dérogatoire que je voudrais m'attarder en fait ce soir, parce que cette qualité, elle ne relève pas d'une appréciation subjective. C'est pas une histoire de goût et de couleur. Hein. La qualité architecturale, elle s'évalue, elle s'argumente, et c'est entre autres l'objet de ces commissions, donc à Lyon et Villeurbanne, que d'apprécier la valeur patrimoniale de ces bâtiments. J'ai proposé en fait un certain nombre d'exemples en fait pour illustrer tout ça. Pour dire d'abord que ce qu'on entend par bâti patrimonial, ça ne se limite pas aux bâtis protégés, c'est-à-dire aux éléments bâtis à préserver dans le PLUH, par exemple, aux monuments historiques inscrits, classés, aux édifices qui sont en périmètre UNESCO ou bien dans les sites inscrits des villes. Donc ça n'est pas ça, évidemment. Il existe par exemple tout un parc immobilier du XXe siècle, dont certains bâtiments peuvent parfois présenter un caractère architectural marqué, comme ce fameux bâtiment, ce fameux corpus des 30 Glorieuses dont je parlais tout à l'heure et qui est illustré ici, et qui ont un intérêt tout aussi important que bien d'autres bâtiments très anciens, parce qu'ils peuvent être le témoignage d'un courant architectural, d'une école stylistique, comme c'est le cas par exemple de l'école moderniste lyonnaise qui est illustrée donc, par ce bâtiment-là qui est à gauche, ou même simplement représentatif d'une période de l'histoire. On a également de l'architecture ordinaire, dont par exemple la qualité urbaine peut être considérée comme relevant d'une valeur patrimoniale. Tout ça pour dire que le bâti patrimonial, ça ne se limite pas, et loin de là, au bâti remarquable et à l'architecture savante. L'APUR, qui est donc l'atelier parisien d'urbanisme, explicite le choix de la stratégie d'intervention qu'on peut avoir à mener sur le bâti existant, avec deux postures qui vous sont exposées là en petite vignette de couleur en bas. En fait, les alternatives, c'est soit préserver l'architecture existante, donc ça c'est la sphère des bâtiments justement d'architecture exceptionnelle, donc on peut parler des bâtiments à très grande valeur patrimoniale, et auquel cas, évidemment, la réhabilitation doit se faire dans le souci d'une amélioration de l'existant, mais sans modification de l'écriture architecturale, sans quoi on perdrait tout, et avec comme contrainte forte la préservation et la cohérence globale de ces édifices. Et dans ce cas, l'isolation thermique, je parle là de l'ITE bien entendu,
ne peut pas être un sujet. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, que la performance énergétique pourra être nettement améliorée, mais sans pour autant, évidemment, atteindre les meilleurs niveaux de performance. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est réhabilité avec le parti pris assumé d'une réécriture architecturale. Donc ça, c'est le champ de l'architecture quelconque qui est décrit dans cette étude de la Pure. Évidemment, c'est le cas le plus courant, puisque malheureusement, il y a beaucoup plus de bâtiments quelconques que d'architecture exceptionnelle dans nos environnements, mais pour lequel donc, la réhabilitation énergétique va être l'occasion d'une requalification du bâti. Et dans ce cas, la démarche, elle doit être pleinement assumée. Le bâtiment en question devient alors véritablement le support de la production d'une architecture nouvelle. Et donc, dans ce cas, des objectifs de performance énergétique élevés vont pouvoir être visés. Et puis, il y a tout le reste de ce panel qui est la partie médiane, qui est tout le champ constitué donc entre ces deux catégories, celui de l'architecture ordinaire et celui de l'architecture exceptionnelle, et qui, selon la Pure, doit faire l'objet d'une évaluation plus fine, c'est-à-dire une évaluation cas par cas, en fonction de critères élargis. Alors ces critères, donc j'ai mis un extrait en fait de cette étude. C'est pas forcément lisible, mais ça vous explicite un petit peu le principe. Ces critères qui permettent une évaluation plus fine de ce qu'on pourra envisager sur ces bâtiments d'architecture ordinaire, c'est par exemple des configurations constructives, des contraintes techniques, des pathologies thermiques éventuelles ou d'autres. Alors, parmi les petits cas d'école que j'ai mis en illustration, là, c'est évidemment un bâtiment exceptionnel. Donc là, on peut considérer qu'on est quoi sur peut-être même pas un cinquième du parc de copropriété. Bon, ça dépend évidemment de la région géographique, de la localité dans laquelle on se trouve. Mais bon, voilà, là, on est sur une rénovation énergétique qui doit permettre de conserver les qualités architecturales de ces bâtiments. Donc là, l'exemple, par exemple, d'une intervention avec une double fenêtre sur ce bâtiment parisien. Pour le bâti ordinaire, qui est néanmoins digne d'intérêt, donc là, pour moi, c'est une illustration de ce cas de figure de la partie médiane. Je dirais qu'on est à peu près sur un volume de 2/5 du parc. Bon, c'est un peu approximatif, mais c'est pour donner un ordre de grandeur. Alors là, les choses sont plus délicates. Là, il y a un exemple d'architecture ordinaire, mais qui présente de réelles qualités plastiques. Et puis, surtout, bon, c'est à Boulogne-Billancourt, on est dans une situation urbaine qui est extrêmement exposée à un carrefour assez gigantesque. Donc, une mise en exposition en fait, de ce bâtiment qui justifie qu'on ait une attention très, très soignée par rapport à la rénovation thermique. Donc ça, c'est dans ce type d'appréciation, il faut, je pense, avoir à l'esprit qu'on défend aussi l'intérêt général que représente ce type de bâtiment, qui est aussi un héritage culturel. Et ça, évidemment, c'est un défi de tous les jours. Ce champ est un peu exploratoire de l'architecture ordinaire. Et chaque fois, un défi, je le disais, parce qu'il n'y a pas de recette toute faite. Il n'y a pas de solution transposable, il n'y a pas de solution préétablie. Il faut chaque fois s'adapter au bâti, à ses caractéristiques techniques, à son mode constructif, à son contexte. Et chaque bâtiment est singulier et il appelle une réponse spécifique. Et pour nous, il ne devrait donc pas y avoir de réponse technique universelle à un projet de rénovation énergétique de copropriété. Et on pourrait élargir cette proposition affirmative à l'ensemble du parc construit. Donc ici, par exemple, j'illustre le propos avec une intervention mixte sur l'isolation thermique. C'est une résidence où il y a une configuration constructive avec des murs avec une lame d'air qui ont reçu une injection de billes de polystyrène expansé, graphité. Et donc, ça a permis d'amincir le complexe d'ITE de manière significative en façade et donc de préserver l'expression assez lisse des fonds de balcon. L'autre cas de figure que j'illustre ici, c'est
le reste, les bâtiments quelconques, les bâtiments qui sont sans caractère, sans authenticité, on va dire, quoique, hein, bon, tout ça est évidemment discutable, hein, et donc là, pour moi, on est aussi sur un volume d'à peu près 2/5 des 2/5 restants du parc. Et là, les travaux à engager, ils sont pas anodins parce qu'en fait, ils sont l'occasion ou jamais de rattraper des choses qui ont été mal faites ou qui n'ont pas été faites, et de les atténuer et de redonner véritablement de la qualité architecturale. Donc ça, c'est un vrai défi parce que une occasion d'architecture sur un ouvrage sans qualité, ça ne se rate pas. Et parce que c'est une occasion qui ne se représentera plus, en tout cas avant un demi-siècle au bas mot. Intervenir sur le bâti existant quelconque, ça peut être une démarche ambitieuse, ça peut se traduire par une transformation, où la part, je le disais, de réécriture est vraiment significative. Donc ça peut être quand même assez modeste, hein. On est sur des choses quand même qui sont assez maîtrisées, en coût, j'entends. Mais là, par exemple, l'occasion de revisiter un immeuble en lui donnant de meilleures qualités d'usage et donc une nouvelle image. Donc on redore un peu le blason de ces copropriétés un peu sans intérêt, qui font néanmoins notre cadre de vie et qui constituent nos paysages urbains. Donc là, avec la création, par exemple, de balcons dans ces deux cas de figure. Et puis, on peut faire davantage avec des scénarios, alors encore rares en copropriété. On voit émerger pas mal de cas de figure de ce type-là, plutôt chez les bailleurs sociaux, mais qui doivent quand même avoir, je pense, leur place dans le champ de la réflexion, avec des propositions d'extension, d'adjonction. Et donc, c'est le cas, par exemple, ici, de la valorisation de droits à construire qui permettent de financer une rénovation énergétique qualitative et performante du bâti existant. Donc ça, c'est ce qui a été tenté, donc plutôt dans un projet expérimental à ce stade, avec le CAE de Haute-Savoie. Et donc ça, on est dans l'agglo d'Annecy. Mais dans tous les cas, je crois qu'il faut retenir et bien avoir à l'esprit, c'est que les enjeux d'architecture, ils se jouent dès le début. Donc c'est vraiment dans la toute première phase que décrivait Robin tout à l'heure. C'est à ce moment-là qu'il faut apporter en fait toutes ces réflexions et les mettre sur la table, parce que c'est là que se fait l'analyse des potentialités. Et puis, alors, il y a toute la question que j'aborde quand même rapidement, mais je ne peux pas passer outre parce que pour moi, c'est trop important. C'est la question de l'impact architectural des choix qui sont faits, la question de la maîtrise des opérations de maîtrise d'œuvre, et la question de la pérennité des ouvrages qu'on met en œuvre et des dispositifs qu'on met en œuvre de manière générale. Parce que là, c'est bien aussi la question de la qualité architecturale dont il est question, parfois beaucoup plus trivialement, on va dire, donc les coffres de volets roulants qui sont rapportés, des édicules techniques qui sont apparents en toiture, des flocages qui se font en sous-face de bâtiments avec des parties d'entrée d'immeubles, des ajustements un peu approximatifs ou disgracieux dans des manteaux thermiques qui jouent pas très bien avec les baies existantes. Bref, pour moi, une dégradation en fait manifeste de la qualité architecturale, et ce serait triste quand même de se dire qu'on investit dans la rénovation énergétique, mais au détriment de cette qualité. Et on peut quand même être parfois assez étonné de la qualité de certaines opérations de rénovation qui nous font nous interroger, hein, in fine, sur carrément le bien fondé de ces opérations au regard de la valeur même de leur bilan énergétique en coût global, puisqu'on peut s'interroger sur la pérennité de ces dispositifs qui sont rapportés en façade et pas toujours à bon escient. Alors, pour résumer, on va dire, évaluer le potentiel d'une opération avant d'intervenir, c'est donc dimensionner le projet en réexplorant toutes les pistes, c'est-à-dire élargir au maximum la vision exploratoire de tous ces enjeux qui, on le voit bien, dépassent ceux de l'énergie.
l'optimisation foncière immobilière, donc je l'ai illustré, l'évolution des usages avec les fermetures de loggia, les créations de balcons, des aménagements extérieurs, etc. Et puis l'amélioration du confort dans le logement, le confort qui est thermique certes, qui est acoustique aussi, il ne faut pas l'oublier, des interventions en matière de rénovation énergétique et dans les changements de menuiserie vont pouvoir apporter un confort en termes d'acoustique. Et puis de confort lumineux aussi, puisqu'il y a des impacts qui sont assez dramatiques sur des ITE qui sont rapportés sur des immeubles avec des baies qui sont déjà toutes petites et on retranche en fait une certaine qualité de confort de l'habitat avec des opérations qui ne sont pas toujours bien anticipées, on va dire. Alors, il faut bien le dire, la qualité architecturale, nous on est bien placé pour le savoir au CAUE, ça ne vient pas naturellement. Chez monsieur et madame tout le monde et chez les copropriétaires, parce que le facteur déclencheur, comme le disait Robin, le facteur déclencheur du choix du copropriétaire et du syndicat des copropriétaires via son conseil syndical, c'est l'argument du passage à l'acte, c'est jamais le projet. C'est l'amélioration du confort et puis c'est le budget. Donc là, il y a quelque chose qui doit nous amener à la question de la réflexion, de la manière dont le projet et dont la réflexion est communiquée. Donc là, je rejoins ce que disait Robin tout à l'heure sur la manière de communiquer sur ces enjeux-là. Et donc, j'en viens à la question de la place et du rôle que devrait occuper l'architecte dans ce marché de la rénovation des copropriétés. Parce qu'on voit bien que la question énergétique, ça n'est qu'une partie des sujets techniques à aborder. Et on voit bien aussi que les questions techniques qui ne sont aussi qu'une partie des sujets qui sont en jeu. Donc j'ai listé ici, c'est une liste non exhaustive, mais c'est pour montrer en fait un petit peu le panel de problématiques qui se posent et de questions qui se posent. Et donc, l'architecte, là-dedans, il a sa pleine légitimité parce que sa fonction, c'est précisément celle du superviseur. Son rôle, c'est celui du garant, d'être le garant de la vision globale. Donc, l'approche multicritère, pour un architecte, c'est son lot quotidien. Et là, on le voit bien sur des aspects extrêmement variés qui ont tous leur importance. Les usages, le confort, l'entretien, l'énergie, bien sûr, la technicité, l'esthétique. Et puis la question méthodologique, donc là j'en reviens à la manière dont on communique tout ça et dont on interagit avec son maître d'ouvrage et avec son conseil syndical, c'est crucial en fait la question méthodologique et notamment la démarche par laquelle il s'agit d'instaurer un processus de projet. Et le projet, c'est précisément l'outil de travail de l'architecte. Donc la démarche de projet, c'est cette démarche itérative qui permet, tout en cheminant dans la réflexion avec son maître d'ouvrage, de prendre en compte des besoins et des enjeux qui sont multiples, qui sont parfois contradictoires, mais le rôle de ce superviseur, de ce garant de l'esprit large et de la transversalité, c'est d'en faire la synthèse et d'arbitrer en connaissance de cause. Il faut insister aussi, bon ça c'est plutôt le rôle qu'aura le représentant de l'ordre des architectes lors de la formation qui conclura la formation, mais j'en dis quand même un mot, donc Vincent Brécy, il faut insister sur la place unique que occupe ce professionnel, qui est un professionnel particulier, spécifique, qui est l'architecte. C'est un professionnel qui est légalement tenu au devoir de conseil. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire il est tenu au devoir de conseil envers son client. Ça, c'est le gage de la neutralité et de l'indépendance d'un geste professionnel. Il est soumis à un code de déontologie strict qui le rend indépendant des fournisseurs de matériaux, des fabricants de produits. Ils vendent un service, donc ils ne vendent pas de produits, l'architecte. Et c'est un professionnel aussi qui dispose des références techniques et culturelles qui vont être à même de lui permettre de conjuguer un intérêt particulier et un intérêt général. Ça, c'est aussi la spécificité de l'architecte, c'est d'avoir ce double regard, cette double vision. Donc, c'est l'homme de l'art qui a avant tout le souci de la pérennité de ses ouvrages et de la qualité de ses réalisations. Alors ça c'est important aussi, parce que pour un maître d'ouvrage, quel qu'il soit, c'est quand même le professionnel qui apporte les garanties les plus élevées quant aux choix qui seront faits.
puisqu'en fait, son assurance, je passe vite quand même, mais c'est important, il couvre à la fois des engagements professionnels, mais aussi les désordres et les malfaçons qui pourraient survenir s'il est vérifié que ces désordres sont dus à une erreur au moment de la conception du bâti. Donc l'architecte, lorsqu'il suit les travaux, il va obtenir aussi des entreprises toutes les attestations d'assurance de celles-ci et ses propres garanties vont s'ajouter aux leurs, et donc il s'agit en réalité de la plus forte protection possible pour un maître d'ouvrage. Pour conclure, j'espère que je suis dans le temps, pour nous, CAUE, il y a un enjeu majeur à renforcer la place de l'architecture de manière générale dans les projets de rénovation énergétique. Il est question en fait de la qualité de notre cadre de vie, puisque les copropriétés sont partie prenante, je le disais, de notre environnement urbain, et cela en dépit que tous ces projets, évidemment, relèvent d'un statut privé. Évidemment, on est sur des propriétés privées. Mais cette question de la défense d'une valeur collective de l'architecture, ça se justifie pleinement, et ça se justifie d'autant plus qu'il y a aujourd'hui de l'argent public qui est alloué à ces propriétaires via des aides des collectivités, des aides des plateformes énergétiques de la rénovation. Donc, renforcer la place de l'architecture, c'est renforcer cette valeur collective de l'architecture des résidences privées et qui font donc notre environnement. Renforcer la place de l'architecture, c'est renforcer forcément la place des acteurs qui font l'architecture, donc celle des architectes. Le problème, c'est que les architectes, eh bien, ils ont délaissé depuis très longtemps, depuis toujours, en fait, je crois, le secteur de la copropriété, sauf exception, donc, notamment en région parisienne, les architectes sont beaucoup plus présents dans ce secteur, sur ce marché de la copropriété. Il y a aussi beaucoup trop peu d'enseignants qui investissent ce champ de la réhabilitation au sens large du logement dans les écoles d'archi. Alors c'est vrai que l'obligation du recours à l'architecte ne vaut pas pour ce type de marché, mais il faut quand même signaler et mettre au crédit de la métropole de Lyon que la plateforme énergétique Ecorénov a fait un pas vers les architectes lors de la révision de son règlement d'aide et a conditionné l'obtention des subventions au recours à un architecte. Donc on espère que ça va perdurer dans les règlements qui seront revus bientôt. Mais il n'en demeure pas moins que les architectes sont malheureusement encore trop peu nombreux à répondre à ces marchés. Beaucoup doivent également monter en compétence sur ces sujets. Donc, c'est notamment la raison de ce prochain module de formation professionnelle qui vous sera proposé donc, très prochainement par le CAUE en partenariat avec la SCOP des Deux-Rives, donc en octobre, les 15 et 16 matins. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation et je suis à votre écoute pour les questions. Merci Grégory pour tes retours d'expérience, notamment avec la ville de Lyon et celle de Villeurbanne aussi sur les questions patrimoniales, comme quoi le patrimoine et l'écologie peuvent plaider une même cause, celle de la qualité. On a eu pas mal de remarques et de questions. Une première qui fait plutôt appel à ton début de présentation sur les critères permettant de juger de la valeur architecturale. Peut-on trouver une grille de critères objectifs permettant de juger de la valeur architecturale? Tu parlais notamment de l'APUR en termes de ressources. En fait, une grille objective, c'est compliqué parce qu'en fait, on est chaque fois dans des situations inédites. C'est-à-dire qu'en fait, un bâtiment, ça ne s'apprécie pas uniquement via une grille en cochant des cases. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un contexte urbain. Évidemment, un bâtiment, suivant s'il est très exposé, s'il est en fond d'une place, s'il est dans la perspective d'une avenue, ou si au contraire, il est en retrait de l'alignement du domaine public, s'il est en fond de parcelle, ça sera très différent. Et évidemment, l'intervention, elle doit être faite à l'aune de cette analyse. Donc, en fait, tirer des grandes conclusions préétablies sur
pouvoir faire un petit peu sa petite cuisine dans son coin en se disant bon ben voilà, je suis dans telle situation et ça me donne, je fais tourner la moulinette et ça me donne le résultat sur est-ce que je vais pouvoir appliquer un polystyrène enduit sur mon bâtiment. Non, enfin je pense que là-dessus c'est la mise en garde qu'on fait par rapport à cette massification. Alors bien sûr, il y a une extrême urgence écologique. Je crois que tout le monde on est bien convaincu. Il faut pouvoir agir de manière très importante sur ce levier de la transition énergétique et de la limitation des gaz à effet de serre. Personne n'en doute. Mais c'est vrai que nous, au CAUE, on milite pour des approches assez fines, des approches du cas par cas. Et, pour remettre voilà, cette analyse architecturale et des diagnostics en bonne et due forme vraiment au centre des réflexions très en amont des projets. Vas-y. Oui. On avait une petite remarque un peu critique par rapport au visuel et puis aux images qu'on a généralement des rénovations qui sont entreprises. Où mettons le curseur en cas de réécriture architecturale. Ce qu'on voit surtout dans les copros, c'est un emballage colorié avec des matériaux très courants et aussi avec un aplatissement et un effacement de toutes les lignes qui donnaient un rythme. Oui, alors ça c'est un très très vaste sujet. Je partage en fait en grande partie ce constat. Hein. On est nombreux à faire ce constat. Bon, c'est une question qui nous mène assez loin parce que c'est une question qui met en jeu les dispositifs d'isolation thermique, la manière dont on peut mettre en œuvre de l'ITE tout en gardant un certain nombre de qualités de modénature, de relief, et on sait malheureusement qu'aujourd'hui recréer de la modénature sur des bâtiments, non seulement c'est parfois un peu discutable parce que ça a quelque chose de factice, mais surtout la pérennité s'en trouve parfois sacrément mise en cause, puisque chaque fois qu'on a des redans, qu'on a des reliefs, qu'on retrouve en fait cette ossature cette ossature, ce squelette du bâtiment originel, en fait, on crée des complexités sur la façade et parfois des désordres en termes de vieillissement, des coulures, des bavettes qui vont pas forcément bien vieillir, des couvertines qui vont apporter aussi dans les lignes architecturales pas forcément une plus-value. Donc ça, c'est un vaste sujet et je suis bien d'accord qu'aujourd'hui, on est un peu démuni par rapport à l'offre et puis aux inventions éventuellement qui pourraient naître de réflexion dans ce domaine. Je pense que c'est pour ça qu'il faut aussi remettre l'architecte au centre des débats, c'est que lui, il va pouvoir aussi avoir une approche peut-être nouvelle par rapport aux dispositifs qui sont les dispositifs les plus courants, les plus répandus et qu'on voit partout. Je suis d'accord que transposer un bâtiment qui a une modénature, qui a une structure dont on voit en fait des reliefs et des qualités d'écriture, avec simplement un projet de couleur, avec des différences de couleurs, c'est pas satisfaisant, c'est vrai, et on en voit beaucoup. J'ai pas vraiment la réponse sur ce qu'il faudrait faire. En tout cas, ça rejoint un petit peu cette appréciation assez fine qu'il faut avoir par rapport à ces bâtiments et faire la part des choses entre ceux qui ont réellement un intérêt architectural majeur. Et à ce moment-là, il faut, à mon sens, améliorer la qualité énergétique, la performance énergétique du bâtiment, mais sans passer par une isolation thermique. Donc voilà, et l'assumer. Soit faire fi de cette qualité intrinsèque sur des bâtiments qui présentent moins d'intérêt, et à ce moment-là, retrouver des choses qui seront différentes, mais il faut, à mon avis, faire le deuil de l'architecture originelle dans ce cas-là, dès qu'on rapporte des manteaux thermiques, forcément, soit on est dans le factice et l'imitation, c'est pas forcément quelque chose qui est défendable,
soit on est dans une réécriture complète et à ce moment-là, on oublie le bâtiment qu'il y avait avant et on apporte quelque chose de neuf. C'est défendable aussi. Des remarques, questions sur l'amour ou le désamour des architectes et de la copro. La copro est un sujet peu connu, voire déprécié par les architectes. Quid d'aborder ces sujets en école d'architecture? Tu as amené ces éléments dans ta conclusion, Grégory. Et qu'est-ce qui fait que les architectes ont délaissé la copropriété? Une dernière remarque. Ce qui fait qu'ils ont délaissé la copropriété, je pense qu'il y a une part de responsabilité des écoles et des enseignements, puisqu'en fait, on a beaucoup enseigné dans les écoles, l'architecture savante, et je pense que c'est indispensable de passer par là pour avoir une formation digne de ce nom dans ce domaine. Par contre, effectivement, là, on est un peu à un tournant aussi où il y a un marché qui s'offre, celui de la rénovation du bâti existant, et il faut que les architectes s'intéressent à ce marché. Il y a un deuxième facteur qui est plus local, puisqu'en fait, on ne le retrouve pas forcément dans d'autres villes ou dans d'autres régions. C'est que c'est un marché très concurrentiel qui a été investi énormément par les professionnels de l'économie de la construction. Et puis, il y a des pratiques qui sont installées depuis très, très longtemps où, effectivement, les syndics font pas forcément appel, leur réflexe, c'est pas forcément de faire appel à un architecte maître d'œuvre ou même à un maître d'œuvre, c'est plutôt la pratique aujourd'hui et jusqu'à présent, avant qu'on parle d'approche globale de la rénovation, évidemment, l'entretien d'une copro, c'était au cas par cas, au jour le jour, à la petite semaine, il y avait un problème d'étanchéité, on rosait le toit, sans forcément penser à isoler le toit. Il y a un problème de chaudière qui vient en fin de vie, on remplace la chaudière sans forcément avoir une vision globale. Je pense que ça rejoint ce que disait Robin tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une évolution aussi des métiers, des pratiques, des sensibilités, et je pense qu'il faut que tout le monde se mette à pied d'œuvre là-dessus. Et les syndics, voilà, j'en doute pas, vont aussi investir cette complexité qu'est le projet global et laisser de côté en fait des approches qui sont des approches un peu court-termistes. Aujourd'hui, on peut plus se permettre d'avoir des approches court-termistes parce qu'on passe à côté des vrais enjeux et qu'on tue les gisements d'économie d'énergie. Pour aller un peu sur une réflexion à rebrousse-poil, là, est-ce qu'on peut aussi se dire que l'architecte renchérit le prix d'une maîtrise d'œuvre? Une équipe resserrée et efficace avec un économiste, ça peut suffire, non? Oui, ça se fait, hein. Ça se fait bien entendu. Ça se fait. Après, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a toute une transversalité des questions de l'habitat en fait qui est importante. Alors effectivement, on peut se dispenser de réfléchir à la question des conforts d'usage, des valeurs d'usage de la copropriété, de l'usage des parties communes, du confort à l'intérieur du logement, je l'évoquais tout à l'heure, des incidences qu'auront une ITE sur le confort lumineux à l'intérieur des pièces. Bien sûr. Après, voilà, le surcoût, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que les honoraires d'un architecte sur le bilan d'une opération à 1 million d'euros, c'est négligeable en fait. Et le service rendu, celui-là, en fait, on ne le chiffre pas, mais en fait, on ne peut pas le chiffrer parce qu'en fait, à mon avis, c'est le gage de traiter la totalité ou la quasi-totalité des problématiques et d'avoir une approche vraiment transversale. Et voilà. Et puis, je passe aussi sur toutes les questions qui sont aujourd'hui importantes, qui sont celles de l'instruction des autorisations d'urbanisme, les instructions des déclarations préalables, sans parler des secteurs qui sont en périmètre des bâtiments de France, des architectes des bâtiments de France, et où il faut avoir une discussion et une interaction avec ces instances de l'instruction.
Et ça, je pense que l'architecte est le plus à même de faire l'interface et la médiation. Donc oui, bien sûr, on peut faire sans. C'est ce qui se fait d'ailleurs dans la plupart des cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'architecte, en tout cas dans une intervention de maîtrise d'œuvre comme mandataire, c'est absolument dérisoire. Je n'ai pas les chiffres, mais c'est absolument minoritaire. Donc oui, on peut faire sans. Moi, ce que je dis et ce que le CAUE dit, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir de l'architecture dans la rénovation énergétique et pas passer à côté de cet enjeu d'architecture, c'est forcément, il faut passer par l'homme de l'art et voilà, c'est un choix. Une dernière remarque sur la taille des opérations. C'est beaucoup plus facile dans le cas d'un opérateur public pour une réno globale conséquente. Et par ailleurs, avez-vous des exemples de copropriétés de moins de 10 logements? Où peut-on trouver ces retours d'expérience compilés? Alors oui, c'est pour ça que la question des bailleurs était une toute autre question. La question de la rénovation énergétique du parc social est toute autre question. Les enjeux sont les mêmes en termes de lutte contre le changement climatique, bien entendu, mais la manière de procéder est différente, les montages financiers, les montages d'opérations sont différents, les retours sur investissement sont différents. Enfin bon, c'est pas la même pratique. Donc, je me suis bien gardé de mettre des exemples, d'ailleurs, des références dans ce que je vous ai montré sur ce qui peut se faire dans le social, parce que là, on est sur des projets qui sont beaucoup plus ambitieux, parce que les moyens ne sont pas les mêmes. Et le logement social, en termes de qualité architecturale, il a toujours été en pointe depuis toujours et il montre un peu la voie. Donc j'espère bien que ce qui se fait aujourd'hui dans le social, ça va aussi donner des idées et qu'il y aura des retours d'expérience et qu'on pourra profiter de ce qui est fait dans certaines opérations de réhabilitation énergétique et architecturale du parc social pour valoriser les copropriétés. Donc oui, c'est pas le même sujet. L'autre question, pardon, j'ai oublié la deuxième partie de la question. C'était des retours d'expérience de petites opérations où peut-on trouver ces références? Alors, il y a évidemment un facteur d'échelle dans la rénovation énergétique. C'est sûr que des copropriétés de plusieurs centaines de logements, la force de frappe, elle est sans commune mesure avec des copropriétés beaucoup plus petites. Donc c'est là aussi où il faut avoir une appréciation au cas par cas, c'est-à-dire que évidemment l'exigence architecturale, on ne peut pas la faire peser de la même manière sur une copro de 200 logements ou sur une copro de 3 ou 5 logements ou 10 logements. Alors après, ça pose la question quand même de ce bâti exceptionnel ou de ce bâti d'architecture ordinaire, mais plus, on va dire, avec un vrai intérêt et sur des copros habités par 10 copropriétaires ou 5. Parce qu'en fait, aujourd'hui, telles que les aides sont calibrées, en fait, elles ne favorisent pas du tout ce type de typologie de petites copropriétés. Ça, on l'a fait remonter à plusieurs reprises dans des comités de suivi de la plateforme énergétique pour dire qu'il fallait essayer de trouver quelque chose pour que des bâtiments qui ont un intérêt remarquable, mais qui sont des petites copropriétés, puissent d'une manière ou d'une autre être aidés pour pouvoir préserver cette qualité. Et ça veut dire des prestations qui sont souvent un peu plus qualitatives, un peu plus haut de gamme et donc plus chères. Et comme je disais, le retour, il se fait sur le bien public qui est le cadre de vie général. Donc voilà, et ça serait normal à un moment donné qu'on puisse aider peut-être un peu plus ou différemment ou mieux des copropriétés de petite taille qui sont aujourd'hui un peu laissées au bord du chemin. Très bien, merci à vous deux pour vos présentations très claires et votre pédagogie. Cette bulle nous a aussi rappelé l'importance fondamentale de connecter la réhabilitation énergétique aux questions du patrimoine et de l'usage,
de se situer dans cette approche systémique et pluridisciplinaire, et le temps long plein de vitalité du projet, et l'importance d'être en interaction avec les copropriétaires. Entre architecture ordinaire et bâti remarquable, le bâti patrimonial ne se résume pas au bâti protégé. L'hétérogénéité du parc des copropriétés, dans leur forme, dans leur état, dans leur désuétude technique ou non, pose une grande diversité des enjeux de rénovation. Comme tu l'as rappelé, Grégory, il n'y a pas de réponse technique universelle à un projet de rénovation de copropriété et les enjeux ne se limitent pas à l'énergie. Et de remettre en perspective que conjuguer les enjeux d'économie d'énergie avec tous les autres enjeux, c'est essentiel. D'ailleurs, vous nous l'avez souligné tous les deux, Robin et Grégory. La vision globale qu'apporte l'architecte est fondamentale. C'était bien la force conclusive de cette présentation. Et nous, on se retrouve pour la suite de notre programmation Bullesque en novembre sur la ventilation naturelle que nous questionnerons avec Karine Laprey du bureau d'études Tribu sur les enjeux et approches pour viser le confort d'usage. Et en décembre sur le réemploi comme un nouveau mode de construire en synergie entre économie circulaire, énergie grise et dynamique territoriale avec Bellastock. Et nous continuerons d'enrichir la programmation des bulles sur le site dédié. Voilà, un petit coup de projecteur sur des actualités pour terminer ensemble. Donc, tout d'abord, un petit coup de projecteur sur l'actu de rentrée avec la SCOP Les Deux Rives. Donc, comme elle vous a été mentionnée à plusieurs reprises durant ces exposés, nous co-organisons donc la formation Agir en copropriété pour la rénovation énergétique de qualité, volet 1 sur la conduite de projet, donc avec le CAIE Rhône Métropole de Lyon. Donc, c'est dans ce cadre-là que ce webinaire vous a été proposé. Donc, c'est une formation qui vise à découvrir le champ spécifique de la maîtrise d'œuvre pour une copropriété, donc décrypter le jeu d'acteurs, les aides existantes, partager des retours d'expérience et comprendre les spécificités de la conduite de projet pour cette copropriété. La première édition de cette formation originale aura lieu en classe virtuelle, pour les raisons que l'on connaît, les 15 et 16 octobre en matinée et seront animés donc par la SCOP Les Deux Rives et Anna Coste en charge de la formation au CAUE. Donc avec en première demi-journée, une demi-journée qui sera consacrée aux détails techniques sur le fonctionnement de la copropriété, les aspects financiers, les jeux d'acteurs et les temporalités en présence, et à laquelle tu participes, Robin. Et lors de la deuxième demi-journée, on rentrera dans le concret avec Samuel Courget sur la technique et les matériaux, et avec des retours d'expérience présentés par des architectes abordant la recherche sur les matériaux isolants, comment faire projet avec une copropriété, comment se structurer au niveau des équipes de maîtrise d'œuvre et encore d'autres sujets. Et l'actu du renouvellement des formations labellisées et certifiantes DDQE, développement durable et qualité environnementale, qui reprennent en octobre à Lyon et à Strasbourg dans les ordres des architectes régionaux. En décembre également à Dijon, à la Bourdonnerie, toujours sur le même format, 2 jours par mois pendant 8 mois et un voyage d'études de 3 jours, avec une programmation basée sur les retours d'expérience d'experts pionniers dans leur domaine de compétences pour une démarche multi-acteurs pluridisciplinaire et transverse qu'on organise depuis 2003 dans l'optique de se préparer à ce fameux monde d'après en maintenant les approches écologiques et sociétales avec notamment les intervenants et intervenantes que vous avez rencontrés tout au long des bulles et que vous allez continuer à rencontrer. Céline et moi restons disponibles pour répondre à vos questions sur le contenu et les modalités de prise en charge de cette formation. Et on se réjouit de l'enthousiasme qu'elle suscite dans cette rentrée. La DDQE à Lyon est quasi pleine à ce jour. Pour plus d'infos sur l'agenda global de la SCOP, qui est encore en construction au vu de l'actu sanitaire, on vous mettra le lien dans le chat de l'agenda avec la programmation des classes virtuelles, formations courtes, événements à venir. Et pour finir, quelques points d'actu du CAUE Rhône Métropole avec l'exposition La ville-forêt vers une nouvelle culture urbaine du mois de septembre. Je ne sais pas pourquoi. On vous enverra les infos. Donc une expo La ville-forêt vers une nouvelle culture urbaine de septembre à décembre 2020 avec une table ronde Penser la ville comme forêt le 19 novembre avec Gilles Clément et Emmanuel Cochia.
une formation « Comment transformer l'immeuble collectif des 30 Glorieuses », cycle « Amélioration thermique du bâti existant », module 2, les 2 et 3 novembre 2020. On vous a copié-collé les infos dans le chat, hein, vu qu'elles n'apparaissent pas à l'écran. Et pour finir, une journée réseau paysage 69, transition des territoires par le paysage, le mardi 13 octobre. Et pour finir, comme d'habitude, les replays de tous les webinaires Bulles des deux rives sont visionnables sur notre site faireensembleautrement.eu et sur les chaînes YouTube avec la vidéo, ainsi que sur la chaîne SoundCloud en podcast de la Scope Les Deux Rives.